Euh, je me permets de dire en modeste réflexion parce que plus je mets le nez dans ce problème, vous voyez mon écran, Oui, d'accord? Plus je mets le nez dans ce problème et plus c'est compliqué. Et je pense que je ne dois pas être le seul à être de ce point de vue. Quelques mots quand même pour vous dire d'où sort cette conférence. À l'origine, c'est un copain de promo, Joël Vera, chez qui habite Salanches. À Salanches, il y a un petit groupe de gens qui s'intéressent à des choses un peu comme nous. Et il m'avait dit, après leur avoir parlé de cryogénie, il m'avait demandé d'aller parler d'hydrogène. Parler hydrogène, je me suis posé la question et j'ai pensé que c'était parler hydrogène vis-à-vis de l'énergie. Je lui ai donc dit d'accord, à condition qu'auparavant, je puisse vous parler d'énergie, parce que c'est un concept qui n'est pas très clair pour tout le monde. Et ça a été la première conférence que j'ai faite sur ce sujet. Je l'ai refaite un certain nombre de fois, d'une manière quasiment un petit peu, euh, euh, un peu prosélyte, dans la mesure où je pense que ces problèmes d'énergie sont très importants, sont mal compris, et je crois que nous devons faire à notre niveau tout ce que l'on peut pour que cette chose-là soit mieux comprise. Je n'ai pas voulu avoir des attitudes d'expert. Je suis un expert, mais pas dans ce domaine. Et je sais que les experts disent des conneries. Donc, je me suis uniquement consacré à des choses que l'on peut voir et que n'importe qui peut vérifier. Dernier point, j'ai deux sortes de publics. Le vôtre, qui est un public assez évolué, avec lequel je vais aller assez vite. En revanche, pour les publics que je rencontre dans les associations, cette conférence, je la fais en deux parties parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à expliquer. Et comme vous allez le voir, j'essaie d'être, dans la mesure du possible, le plus pédagogue possible. Dernier point, si vous avez des remarques sur ma présentation, je les accueille volontiers pour essayer de l'améliorer le coup d'après. Voilà, on va commencer. Le mot énergie, très souvent prononcé actuellement, c'est ce que je viens de vous dire. On ne sait pas forcément très bien ce que ça veut dire. On parle de source d'énergie et euh, on va d'abord, même si notre groupe est un peu plus évolué que le niveau moyen, euh, passer quelque temps là-dessus. Quelques exemples d'utilisation d'énergie dans notre vie de tous les jours. Eh bien, on va les parcourir très rapidement. On se chauffe, on cuisine avec différents combustibles, différents moyens. On se déplace à pied, à vélo, avec encore une fois différents moyens. Il y a plusieurs manières de se déplacer. Je vais vite parce que je pense que je dois pouvoir aller relativement vite dans ce domaine. Je suis en train d'essayer de planquer. Voilà. Pour travailler, nous avons aussi besoin d'énergie. Pour nous distraire, il nous en faut aussi. Pour nous nourrir aussi. Et tout ceci pour dire que toutes ces activités ne sont possibles que si nous disposons d'énergie. Sans énergie, nous ne pouvons pas vivre. Sans énergie, il n'y a pas de vie. Première chose qui est à retenir, et là, vous voyez, c'est un aspect un peu pédagogique. Qu'est-ce qu'il faut retenir? L'énergie est quelque chose qui nous permet d'avoir accès à des services, transport, chauffage, etc. Deuxième point, nous ne pouvons pas vivre sans énergie. Encore une fois, je vous prie de m'excuser pour cette chose qui est relativement lourde, mais c'est c'est la manière de procéder habituelle. Quelques ordres de grandeur, puisque l'énergie, on en parle dans des proportions importantes. Quelle est la quantité d'énergie mise en jeu, qui est exprimée en joules, bien sûr, et ceci quand je remue une masse selon un dénivelé. Et voilà un premier exemple que nous avons tous pratiqué. Avec mon sac, je pèse environ 102 kilos. C'est un compte rond pour les résultats. Je fais un dénivelé de 1000 mètres. Eh bien, j'ai dépensé, j'ai transformé
1 mégajoule d'énergie. Si je suis en voiture, eh bien, ça va faire 30 mégajoules et si je joue avec un camion, ça va en faire encore beaucoup plus. Voilà Guy, des ordres d'énergie. Guy, excuse-moi, Oui, Guy. oui, Est-ce que tu penses que tu partages ton écran en ce moment? oui. Moi, je vois rien, moi. Moi, je le vois, moi. Moi, Je je vois vois bien. bien. Ah Moi, je bon? le vois. Oui, on Désolé voit alors. bien. Moi, je vois bien aussi, oui. Moi, je Désolé. vois impeccable. Moi, je vois aussi très C'est bien. bon aussi. Est-ce que Bon, vous voyez mon, Ouais, Oui. ma Oui, oui, flèche? nickel. oui, oui. Je vois tout. désolé, alors c'est un cas singulier, alors. On est à la page 14. Il faut peut-être que tu te Bah, déconnectes et coupez tu te votre vidéo, reconnectes. peut-être. Et est-ce que vous êtes gêné par la bande noire en bas? Non. Non. Non, Non, Bon, il n'y a nickel. que moi, c'est pas non. grave. Non, c'est bon. En bas, il y a marqué Guy Gisto. Non, c'est bon. Voilà. C'est quelque chose qui est intéressant aussi. Quand je fais descendre 1 mètre cube d'eau de 500 mètres, ça me fait 5 mégajoules. Bien. Je vous dis, et je ne voulais pas montrer que l'énergie existe sous des formes mécaniques et thermiques. Et je l'ai dit pour les gens d'un niveau un peu inférieur, je l'ai montré, l'énergie mécanique peut être intégralement convertie en énergie thermique. Intégralement. 2 cas d'utilisation de l'énergie. Le cas classique qui permet de définir l'énergie, j'ai un objet qui a un certain poids, je le soulève d'une certaine distance et le travail effectué est le produit de la force par la distance. Je peux aussi avoir un objet qui est posé sur une surface horizontale, je tire cet objet pour le déplacer et là, attention à mes hypothèses, je tire avec la même force que le poids, c'est-à-dire que l'objet déplacé ici n'a pas la même masse qu'ici, mais c'est la force de traction qui est la même que le poids. Ceci pour simplement dire que le travail que je produis, c'est exactement le même puisqu'il se calcule par FD. La différence entre ces 2 cas, c'est que dans le cas de gauche, j'ai élevé un objet dont je peux récupérer son énergie lorsqu'il redescend. En revanche, à droite, l'effort que j'ai, le travail que j'ai développé, m'a simplement servi à combattre le frottement, c'est-à-dire que j'ai chauffé l'air ambiant. En d'autres termes, à gauche, c'est de l'énergie récupérable, à droite, c'est de l'énergie perdue. Et je ne vais pas vous convaincre facilement que toutes les machines construites par l'homme utilisent une partie de l'énergie et perdent l'autre. On voit apparaître la notion de rendement. Les sources d'énergie, ça c'est ce qu'on voit écrit partout. Ben, je le barre parce que je dis, je préfère employer le terme de provenance de l'énergie. Parce que ce terme source d'énergie est trompeur, il est incorrect la plupart du temps, car nos activités ne fabriquent pas l'énergie que nous utilisons. Le terme production d'énergie est incorrect. Nous devons dire que nous transformons une énergie disponible dans la nature, d'une part en énergie utile, qui nous intéresse, et d'une part en énergie dégradée. Donc, attention à source d'énergie. Et d'où provient l'énergie que nous utilisons? Eh bien, si je regarde autour de moi, le corps humain, l'animal, du bois ou des choses qui brûlent, du vent, de l'eau, du soleil, du charbon, tout plein de choses. Il y a même en bas un truc qui est le nucléaire dont on ne sait pas très bien ce que c'est. Voici. Un petit mot sur d'où sort le charbon. Alors, je vais aller très vite, je ne vais pas vous faire perdre de temps. Les marécages, on enfouit la végétation, elle, elle est comprimée à l'abri de l'air et je vais ainsi de la tourbe au lignite, à la houille, à l'anthracite. Et c'est le même processus de formation qui existe pour les hydrocarbures et le gaz naturel, qui est en fait du méthane. En, en disant ceci, je dis que le charbon et les hydrocarbures ont stocké
de l'énergie provenant du Soleil. Un petit mot. Alors, aujourd'hui, ce que je vous raconte, je le dis avec beaucoup plus de nuances que je ne l'aurais dit il y a 2 mois. Je ne l'ai encore pas effacé, mais vous allez comprendre pourquoi. La combustion du carbone, du charbon ou du méthane produit du CO2. Le CO2, dans la version actuelle, laisse passer la lumière visible et bloque l'infrarouge avec le petit schéma qui est celui-là, la lumière visible et l'infrarouge qui se réfléchit et qui ressort en partie et qui explique ce que l'on appelle l'effet de serre. Et j'en profite pour dire, si je regarde le résultat de la combustion du carbone ou du méthane, eh bien, ça me permet de dire que faire brûler du méthane, c'est-à-dire du gaz naturel, me permet, pour la même quantité d'énergie produite, d'engendrer 2 fois moins de CO2 que si je faisais brûler du charbon. Le catalogue des énergies, le vent, passons, il y a de belles images, l'eau. Alors l'eau, on décrit le cycle, je ne vais pas perdre de temps non plus. J'évapore de l'eau, j'envoie des nuages qui montent, qui se refroidissent, qui se condensent. La pluie est récupérée par les pentes, l'eau descend et revient à la mer. On a donc le fameux cycle de l'eau. Et bien sûr, l'être humain en profite pour récupérer de l'eau là-haut et puis la faire travailler avant de la restituer à la mer. Le soleil. Alors, comment l'énergie solaire nous parvient-elle? Bien sûr, pas par contact, elle nous provient exclusivement sous forme de radiation à travers l'espace. Et on peut en gros classer ces radiations en grandes longueurs d'onde que l'on appelle des infrarouges, que l'on peut utiliser par exemple sur des panneaux solaires qui chauffent l'eau, panneaux solaires thermiques. Les rayonnements de plus petite longueur d'onde sont récupérés dans des systèmes photovoltaïques qui les convertissent directement en électricité. Et puis, il y a un troisième objet que l'on ne maîtrise pas, mais qui est la fonction chlorophyllienne qui permet de fabriquer de la biomasse. Tout ceci sont des rappels, bien sûr. Hein. La biomasse, qu'est-ce qu'on peut dire? Tout ce qui brûle, tout ce qui fermente. Le bois, lorsqu'il pousse, stocke l'énergie du soleil et absorbe du CO2. Quand on le fait brûler, il refabrique la même quantité de CO2, ce qui nous permet de dire que sur la durée d'un cycle, le bilan CO2 de l'atmosphère est nul. Voilà. Donc, on peut considérer que la biomasse, encore une fois, sur la durée d'un cycle, est une méthode renouvelable. La géothermie, on a des produits radioactifs qui se désintègrent dans la Terre avec un gradient thermique moyen. Cette chaleur est extraite généralement en faisant circuler un fluide qui est la plupart du temps de l'eau, et selon sa température, on peut faire de la vapeur qui est détendue dans une turbine, puis entraîne un alternateur, ou bien de l'eau un peu moins chaude qu'on utilise à d'autres fins. L'énergie thermique des mers qui est peu connue, et je ne sais pas si ça a beaucoup débouché. Dans les zones tropicales, on a de l'eau chaude en surface et froide au fond. C'est un peu étonnant. Il faut aller assez bas, bien sûr. Et puisque j'ai 2 sources de chaleur à des températures différentes, bien sûr, je peux les combiner. Et avec un système de pompe, j'amène l'eau froide là-haut et je fabrique un cycle qui a cette allure. Cet échangeur condenseur est alimenté en eau froide par des pompes. Il restitue cette eau dans la mer qui a été réchauffée. De l'autre côté, j'ai un échangeur un peu analogue qui récupère l'eau chaude et qui est l'échangeur bouilleur. Et là-dessus, il me suffit de faire fonctionner un cycle de Breton dans lequel je condense un gaz, je
le fais circuler avec une pompe qui consomme peu d'énergie, je le vaporise, la pression augmente et il me suffit de détendre ce gaz dans une turbine pour faire tourner un alternateur et fabriquer de l'énergie électrique. Premier pilote en 1930 à Cuba par Georges Claude, dont je signale à ceux qui ne le savent peut-être pas, que c'est le fondateur de la société Air Liquide. Il s'était vraiment intéressé à beaucoup, beaucoup de choses. Et Le puis, si tu es au nucléaire, bord de la mer, tu pourras rajouter maintenant l'énergie osmotique. Quand on dispose d'une eau salée au bord de la mer et d'une rivière qui arrive au bout de la mer, on peut installer une station qui va produire de l'énergie en jouant sur la différence des pressions osmotiques de l'eau pure et de l'eau salée. oui, bien sûr, mon catalogue est très incomplet. Encore une fois, il faut se mettre dans le contexte dans lequel je fais ces petits trucs. C'est pour donner des idées. Et c'est pourquoi j'ai écrit nucléaire avec des guillemets, en disant que la fission, qui est le nucléaire d'aujourd'hui, et la fusion, dont je dis que c'est peut-être le nucléaire de demain. Je dis peut-être parce que je suis relativement impliqué dans le projet ITER, où je suis intervenu pour l'aspect cryogénique. Donc, je le suis et actuellement, je suis quand même un petit peu pessimiste. Alors, la fission, peut-être pas pour vous, mais pour les gens qui ne savent pas, les gros atomes sont instables et un noyau d'uranium 235 percuté par un neutron se casse, on dit qu'il fissionne, en deux noyaux plus légers et il émet trois neutrons. Alors voilà le noyau, voilà le neutron qui arrive, qui casse. Il a fabriqué trois neutrons et vous voyez qu'on a ainsi ce qu'on appelle une réaction en chaîne. Les neutrons qui ont été libérés ont de la vitesse, c'est-à-dire de l'énergie, et cette énergie est transférée à de l'eau pour faire de la vapeur et la détendre dans des turbines. Si je parle de fusion, eh bien c'est le phénomène inverse. Deux noyaux légers fusionnent pour en former un plus lourd. Exemple de la fusion deutérium-tritium qui est actuellement en cours de fonctionnement au JET en Grande-Bretagne. Un noyau de deutérium qui est, je le rappelle, un isotope de l'hydrogène, le tritium qui est un autre isotope. Et vous voyez que ces deux noyaux forment un noyau d'hélium de plus forte masse et un neutron énergétique qui lui-même, comme on l'a vu tout à l'heure pour la fission, va transmettre son énergie à de l'eau et ça finit par faire de l'électricité au bout du truc. Ça finira, parce qu'aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Au passage, c'est la réaction qui se produit dans le Soleil. La fusion crée des atomes plus gros, c'est ce qu'on a déjà dit. Tous les atomes sont créés par fusion. Quelles sont les sources d'énergie que l'on utilise sur Terre? Chronologiquement, c'est d'abord l'homme qui a transformé de l'énergie avec son corps. On a utilisé l'énergie du soleil, du bois, des animaux, du vent, de l'eau, la géothermie. Il s'avère que tout ceci était assez renouvelable. Et puis on est arrivé à utiliser du charbon, du pétrole, du gaz naturel, du nucléaire. Et ça, c'est fossile. Donc voilà un premier classement dans toutes ces sources d'énergie, enfin dans la majorité des sources que nous utilisons. Elles peuvent être mécaniques ou thermiques. Alors l'homme, c'est de la mécanique, le soleil, c'est thermique, le bois, c'est thermique, l'animal, c'est mécanique, le vent aussi, l'eau. Donc vous voyez que dans ces classements, on constate tout de suite que les énergies fossiles sont toutes des énergies thermiques. D'où viennent-elles? D'où vient l'énergie qui a été développée là? L'homme peut remuer, peut bouger des masses parce qu'il est nourri. Le soleil, c'est le soleil. Le bois, on a vu qu'il a été fabriqué avec le soleil. L'animal, c'est comme l'homme. Le vent, il est bien dû au soleil qui fait changer la masse spécifique selon les zones où il chauffe ou il ne chauffe pas. L'eau, on a déjà vu que c'était le soleil. La géothermie, on a dit que c'était des matériaux radioactifs
qui se désintègrent dans le sol. Le charbon, ben, on a montré que c'était du soleil, le soleil toujours, et les matériaux radioactifs. Alors, on voit que beaucoup de choses proviennent du soleil. Si je remonte un peu en amont, quelle est la source primaire de la nourriture? Ben, c'est le soleil. Donc, ici, je vois que je n'ai plus que deux sources, le soleil et les matériaux radioactifs. Mais qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Que le soleil, c'était quoi? C'était le résultat de la fusion. Et on se rend compte, on a dit aussi que les matériaux radioactifs, tous les matériaux étaient créés par fusion. Et donc, on se rend compte que toute l'énergie qui est disponible pour nous sur Terre est issue de la fusion. Ça donne un choc aux écolos, mais malheureusement, c'est comme ça. Voilà. Bien. Un petit peu de thermodynamique. Si je considère un système isolé qui est enfermé par cette barrière rouge, Un vacuum. pardon? Un Ah, vacuum. oui, j'avais un peu oublié. C'est un système duquel rien ne sort, rien ne rentre, et en conséquence, tout ce qu'il contient est constant. La matière et l'énergie, quelle que soit sa forme. Si je regarde un système isolé particulier, l'univers, ben dans l'univers, j'ai quelques exemples de transformation. J'ai de l'énergie thermique. Je sais que je peux la transformer en énergie mécanique et vice-versa. Même chose entre la thermique et la chimique. L'énergie mécanique peut me donner de l'énergie thermique, l'énergie électromagnétique aussi. Donc, vous voyez que ceci, c'est pour montrer que nous n'avons que des transformations d'énergie. J'insiste, peut-être pas auprès de vous, mais dans un public plus normal, il faut insister beaucoup sur le fait que nous ne créons pas d'énergie, nous la transformons. Voilà. Bien. Le moteur. En fait, ce qui nous intéresse dans l'énergie, ce n'est pas l'énergie elle-même, mais ce en quoi elle nous est utile. Alors, pour qu'elle nous soit utile, il faut la transformer en ce dont nous avons besoin. La plupart du temps, c'est de l'énergie mécanique. Et cette transformation, au sens général, est faite par l'intermédiaire d'un moteur, qui est aussi un terme très général. Exemple, un moteur électrique transforme de l'énergie électrique en énergie mécanique. Un moteur de voiture, ben, même chose, thermique, mécanique. Et le moteur, c'est donc un transformateur d'énergie quelconque en énergie mécanique. Autre exemple de moteur, eh bien, nous sommes des moteurs, puisque nous transformons l'énergie de nos aliments en énergie mécanique. La voile, le moulin à eau, la turbine, la cartouche dynamite transforme très rapidement de l'énergie chimique en énergie mécanique. Le moteur de Stirling, je ne vous le refais pas, je vous l'ai fait la dernière fois. Je l'utilise beaucoup dans cette conférence parce que c'est pour moi un moyen de montrer à des gens qui n'ont pas la culture thermodynamique que si je n'ai pas deux sources de chaleur, je ne peux pas transformer de l'énergie thermique en énergie mécanique. Il me faut une source chaude et une source froide. Et pour cela, ce petit moteur est magnifique parce qu'en plus, quand il fonctionne comme cela, je pose des glaçons là-dessus, c'est-à-dire que j'augmente la différence de température et je montre que cette machine, à laquelle je rajoute du froid, au lieu de tourner moins vite, tourne beaucoup plus vite parce que j'augmente la différence de température. C'est un petit jouet qui a énormément de succès. Alors, voyons ça d'une manière un peu plus scientifique. Le moteur reçoit de la chaleur de la source chaude, mais il rejette aussi une partie de cette chaleur à la source froide. Ça, c'est la chose qui n'est pas évidente. Et la différence est transformée en travail. Et
Je répète, donc, pour fonctionner, un moteur thermique a besoin de deux sources de chaleur, la source chaude et la source froide. Il transforme de l'énergie mécanique thermique en énergie mécanique et transfère une partie de la chaleur d'une source chaude à une source froide. Et ça nous permet d'écrire l'équation très simple. Et par cela, je montre que je ne peux pas transformer toute la chaleur en travail. Ça, c'est quelque chose qui est pas du tout évident disons, dans la population de la rue, parce que pour faire avancer ma voiture, je mets de l'essence qui brûle, c'est-à-dire qui chauffe. Et j'oublie complètement qu'il y a une source froide. Donc, une autre manière de mettre ce fonctionnement à l'image, c'est avec le diagramme de Sankey, où j'ai ici la quantité de chaleur qui est dépensée. Une partie seulement est transformée, utilisée, et l'autre partie est perdue. Et ça me permet de calculer le rendement de l'opération, ce que j'utilise comparé à ce que je récupère, c'est le rendement. Et si je regarde un véhicule, dans un véhicule, je mets du combustible, j'ai de l'énergie mécanique transmise aux roues, et c'est ça que les gens ne voient pas, la chaleur évacuée par les gaz d'échappement et le radiateur. Ça, en fait, c'est la fameuse source froide que personne ne voit. Donc, ceci est à retenir. L'énergie mécanique peut être intégralement convertie en énergie thermique, mais malheureusement, l'inverse n'est pas vrai. Je ne voulais pas montrer, pour ne pas perdre de temps, mais auparavant, j'ai bien sûr rejoué l'expérience de Joule qui fait chauffer de l'eau en l'agitant. Puisqu'on a maintenant quelques idées sur l'énergie, comparons quelques densités d'énergie, ou plus exactement les densités d'énergie de quelques produits. 1 kg de pétrole, je le fais brûler, j'obtiens 41 mégajoules, et il est peut-être plus facile de parler en kilowattheure, 11,6 kWh. 1 kg d'uranium par fission me produit, ça c'est une valeur que j'ai récupérée, je ne sais où, ceci, 24 millions. Si je fais le rapport, je vois que j'ai un rapport de 2 millions. Et si je récupère 1 kg de deutérium et de tritium et que je les fais soumettre à la fission, à ce moment-là, j'ai encore un facteur 4. Et vous voyez que entre le kilo de pétrole et le kilo de deutérium tritium, j'ai un facteur de puissance qui est extrêmement important, bien que, on le reverra plus tard, la densité de puissance ou d'énergie qui est contenue dans le pétrole est très importante, ce qui nous crée beaucoup de problèmes aujourd'hui. Si, pour s'amuser, on peut faire un petit peu de calcul avec Albert, vous connaissez l'équation, alors mettons des chiffres. Voilà. Ça, c'est l'énergie que j'ai récupérée fournie par 1 kilo d'uranium. Et je vous rends compte que, en fait, je ne transforme vraiment que 1 millième de la masse d'uranium en énergie par fission. C'est aussi un peu étonnant. Si vous avez des lumières là-dessus, ça m'intéresse. Au passage, le Soleil qui fait son boulot transforme par fusion 4 millions de tonnes de matière par seconde. Des valeurs qui n'ont aucun sens pour nous. Quelques petites réflexions. Le fameux randonneur de tout à l'heure, qui pèse 102 kg avec son sac, qui dépense 1 mégajoule, c'est-à-dire 0,28 kWh. Pour obtenir la même quantité d'énergie, il faudrait brûler 3,4 centilitres de carburant dans un moteur de rendement 1. D'accord. Vous voyez comme c'est ridicule. 3,4
centilitres. Si je demande à un esclave de faire ce boulot 2 fois par jour, ben cet esclave, il va me fabriquer, en travaillant tous les jours, 200 kWh par an. S'il est payé au SMIC, un kilowattheure humain coûte 100 euros. C'est intéressant par rapport au coût de l'énergie que nous payons aujourd'hui. Si la montée se fait à 360 mètres à l'heure, toujours des comptes pour avoir des comptes ronds, le gars qui a porté son sac, il a développé 100 watts, c'est-à-dire le dixième de la puissance d'un fer à repasser. Quand je vais me balader en montagne avec des gens avec qui je ne suis jamais sorti, je prends toujours la peine de faire le calcul avec eux, seulement pour leur faire honte et leur montrer que de toute la journée, ils n'auraient pas eu de quoi repasser leur chemise. Voiture, même chose. Si je regarde la quantité d'esclaves, ben, il m'en faut 30 pour faire le même boulot, ou bien 1 litre de carburant. Aujourd'hui, en moyenne, un Français consomme 170 gigajoules par an, c'est-à-dire 50 000 kWh par an. Ça veut dire quoi? C'est comme s'il avait en permanence 250 esclaves qui travaillent pour lui. Ça fait réfléchir. La notion d'équivalent esclave a été proposée par Jean Covici, vous devez le savoir, bien sûr. Bon, je trouve que ça, c'est quelque chose qui me marque un peu. L'énergie contenue dans les hydrocarbures est très, très concentrée. On ne s'en rend pas bien compte. Quelques moyens de produire de l'électricité. Alors là, on va passer très vite parce que euh, je ne vais rien vous apprendre, mais cette diapo est réellement nécessaire quand je vais dans les associations. Donc, je fais brûler, parce que c'est une centrale thermique, je fais brûler un combustible dans une chaudière. Je fabrique de la vapeur que je détends dans une turbine à vapeur. Mais dans toutes ces usines, on voit des choses qui fument, des fameuses cheminées que l'on nous montre à la télé, que chaque fois qu'on vous nous montre qu'il y a des pollutions. Alors, j'insiste pour dire, attention, ça, ce sont des réfrigérants atmosphériques, et ces réfrigérants atmosphériques évacuent la chaleur. Ce que je peux dire, puisque j'ai parlé de la source chaude et de la source froide tout à l'heure avec le petit moteur de Stirling, et ce qui sort de là-dedans, c'est de la vapeur d'eau, ça n'est pas de la pollution. Donc, je continue, j'entraîne l'alternateur et je vais sur le réseau. J'ai aussi une centrale nucléaire qui ne fait que chauffer par un autre moyen, avec une autre type de chaudière, mais ça se termine pareil. Et là aussi, j'ai un réfrigérant atmosphérique dans une centrale nucléaire qui ne rejette que de la vapeur d'eau. Centrale hydraulique, je vais vite, ne perdons pas de temps. Et le solaire, avec son ondulaire qui termine. Voilà. Et j'insiste lourdement en disant, ce qui sort des réfrigérants atmosphériques n'est pas de la pollution, c'est de la vapeur d'eau. Bien. Le coût d'une énergie issue de renouvelables. Je ne parle pas d'énergie renouvelable, à mon avis, ce n'est pas clair. C'est une énergie issue d'une source renouvelable. Il est par définition nul. Le vent ne coûte rien, le soleil non plus. Mais pour l'utiliser, il me faut une machine, une voile, des panneaux solaires, n'importe quoi. Alors, cette machine, je dois la construire. Elle me coûte le coût d'investissement. Je dois l'exploiter. J'ai un coût d'exploitation qui est proportionnel. J'ai à l'entretenir. Et n'oublions pas qu'il faudra que, si je veux bien faire mon boulot, je la démonte en fin de vie. Ça veut dire que l'énergie, même issue de renouvelables, n'est pas la gratuite. Elle est même loin d'être gratuite. Et même si j'ai un peu évolué, pour le moment, je ne voudrais pas trop rentrer dans ces aspects financiers. Mais vous verrez que je fais quand même une petite entorse à cette déclaration, à la suite d'ailleurs de toutes les discussions qu'on a eues dans le cercle. Merci.
en gardant en mémoire que le coût d'énergie issu de renouvelables est loin d'être nul. Alors maintenant qu'on est censé savoir ce que c'est que l'énergie et avoir quelques ordres de grandeur, faisons une comparaison dans la vie de tous les jours entre ce dont on nous parle tous les jours, c'est-à-dire la voiture électrique, qui est censée remplacer le véhicule thermique avec tout un tas d'avantages, et essayons un petit peu de les comparer. Alors, pour les comparer, sous l'angle énergétique, j'entends, je me dis que pour que la comparaison soit valable, il faut partir d'une même source d'énergie. Je vais choisir une quantité d'hydrocarbures, énergie primaire, et cette quantité d'énergie primaire, je vais la faire transiter par deux systèmes, le moteur thermique et le moteur électrique. Et je vais comparer ce que j'ai mis au début du système et ce qui arrive aux roues dans le cas d'un véhicule à moteur thermique ou à moteur électrique. Bien. Et je vais appeler ceci le rendement du véhicule. Alors, quand je parle de rendement, vous devez dresser l'oreille parce que le rendement, c'est un nombre qui pour moi n'est jamais très précis, surtout dans le sens où je vais l'employer dans mes prochaines diapositives. Donc, considérez que je vous donne des valeurs moyennes, des ordres de grandeur, parce qu'au bout du compte, je ne veux pas que l'on discute et qu'on pinaille sur des valeurs à quelques pourcents près. Ce que je veux vous donner, ce sont des ordres de grandeur. Alors, véhicule à moteur thermique, comment c'est fait? Voilà l'énergie primaire qui est d'abord raffinée, elle est ensuite distribuée, elle arrive dans le réservoir du véhicule, elle alimente le moteur, lequel est raccordé à la transmission, et au bout du compte, l'énergie utile, c'est celle qui est transmise aux roues sur la route. Quels sont les rendements unitaires? C'est là que vous pouvez discuter. Sachez quand même une raffinerie brûle en moyenne 10% de ce qu'elle fabrique. Et là, j'ai mis quelque chose de beaucoup plus gentil. La distribution, bon, c'est le carburant pour déplacer un objet. Le réservoir, il a un rendement de 1, bien sûr, et le moteur de voiture, 0,3. Vous pouvez là aussi discuter, peu importe. J'ai cherché, et entre la boîte à vitesse, le frottement des pneus, etc., allez, 0,86. Et vous savez que le rendement de tout ça, bien sûr, c'est la multiplication de tous ces rendements. J'en ai profité pour mettre aussi sous forme de diagramme de Sankey pour voir où passe cette énergie. Et quand je fais mon calcul final, j'arrive à 24%. Je n'utilise qu'un quart de l'énergie primaire. Qu'est-ce qui se passe avec un véhicule à moteur électrique et batterie? Je pars de la même énergie qui a été raffinée. Elle a alimenté. Là, je vous prie de m'excuser. Je ne peux pas te répondre, Pierrette, actuellement. Je suis en conférence. Je te rappelle. Mes excuses. Le combustible va dans une centrale thermique. L'électricité est distribuée. Elle arrive à quelque chose qu'il ne faut pas oublier, la borne de charge qui est chez vous ou qui est sur l'autoroute. Finalement, on arrive dans la batterie et au travers de composants électriques embarqués, redresseurs et tout ça, onduleurs et tout ça, on arrive au moteur et finalement à la transmission et aux roues. Alors, qu'est-ce que j'ai mis comme rendement? Ici, j'ai considéré que le combustible est un peu moins raffiné, donc c'est un peu plus efficace. Là, j'ai mis une efficacité meilleure. La distribution, j'ai été gentil car je crois que EDF perd à peu près 10% de son énergie en distribuant. La borne de charge, j'ai été très gentil. J'ai lu que certaines bornes de charge ont des rendements de 0,8, voire Tesla. Batterie 0,9, composants électroniques, ils ont de bons rendements, mais il ne faut pas oublier qu'ils ne sont jamais en régime correct, en régime nominal. Le rendement du moteur, c'est la même chose.
Et ici, j'ai considéré que, comme le système est plus simple, j'ai une efficacité un peu meilleure. Alors, qu'est-ce que ça donne tout ça? Eh bien, voilà où je perds l'énergie. Vous voyez que la grande perte d'énergie, c'est toujours au moment où je transforme mon énergie thermique en énergie mécanique. Eh bien, le rendement m'a étonné quand j'ai fait ce premier calcul. C'est quasiment la même chose. Je m'attendais à ce qu'une voiture électrique soit beaucoup plus efficace. Eh bien non. Est-ce que tu Et permets une toute petite interruption sur ce point-là? je t'en prie. Oui, ton calcul, je vais pas pinailler sur le calcul, c'est pas du tout mon propos. Mais il y a les aspects pratiques derrière qu'il faut pas perdre de vue. Et en ce qui concerne la batterie, le 0,90 est effectivement largement surfait, puisque s'il fait trop froid, il n'y a plus rien. S'il fait trop chaud, il n'y a plus rien. Et donc, il y a des gros problèmes au niveau des batteries qui ne sont pas réglés actuellement. Donc, ce 0,23, il peut chuter de façon considérable, peu importe comment tu l'as calculé, c'est pas le sujet. Mais Oui, avec oui. le froid et le chaud, il peut chuter de façon considérable. Et puis, par rapport au réservoir de la batterie, il n'est pas comparable non plus. Tu vas pas faire le même nombre de kilomètres. Donc, je crois il faut bien serrer faire les comparaisons jusqu'au bout. Je ne sais pas ce que tu as prévu pour faire la comparaison jusqu'au bout. Mais il y a cet aspect du froid et du chaud avec la batterie qu'il ne faut pas perdre de vue. Il y a les aspects de recharge qui ne sont pas réglés du tout, puisque si tu veux faire des charges à très forte intensité, ça détruit progressivement la batterie, on ne peut pas en faire de nombreuses, il ne faut faire que des charges à très basse intensité. Donc il y a beaucoup de choses à dire dans la comparaison en dehors du rendement. Tu as, tu as tout à fait raison. Je n'ai peut-être pas suffisamment insisté au début de ma présentation pour dire que ces problèmes sont affreusement compliqués. Et j'ai voulu volontairement les simplifier. Et une manière de les simplifier est de dire je ne m'intéresse qu'aux aspects énergétiques. Alors, ce que tu dis est vrai, mais si je, entre guillemets, si je pollue ce que je dis par des réflexions de ce genre, les gens vont décrocher très vite. Il faut quelque chose qui soit relativement simple. Oui, mais le 0,90 pour la batterie, en fonction du froid, il tombe à 0,40. Oui, Hein. oui, 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 S'il fait trop chaud, il tombe à 0,50. Donc, bien- ça fait des différences considérables. mais tu as parfaitement raison. Rien qu'au niveau énergétique. Tu as parfaitement raison. Bon, je pourrais peut-être mettre 0,80. Je voudrais aussi, c'est pas peut-être pas très honnête, mais je ne veux pas non plus donner l'impression d'avoir, euh, de dire que ce truc-là est bon, ce truc-là est mauvais. J'essaie d'être relativement impartial. Bon, enfin, c'est ma manière de procéder. Guy, Oui, sans entrer dans le détail, est-ce que vous ne pourrez pas l'exprimer en disant c'est tant, plus ou moins, X% une marge, quoi, oui, c'est vrai. grosso modo. Oui, 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 oui. Là, c'est vrai, oui, oui, Quelque chose. Bon. oui, oui, oui. Mais ça va me compliquer la vie parce que je vais être un peu obligé de justifier cette marge. Mais effectivement, oui. Alors, ce que je pourrais dire, merci de la remarque, ce que je pourrais dire, c'est que le rendement du moteur thermique, du véhicule à moteur thermique est à peu près constant. En revanche, que le rendement du véhicule à moteur électrique peut être énormément variable en fonction des conditions et je peux dire quelques mots là-dessus. Oui, merci. Oui, bonsoir tout le monde. Vous m'entendez? Oui. Bon, mais Philippe Mourane, je suis arrivé un peu en retard, je suis désolé. Mm. Et je rajouterais en amont là, de raffinage, c'est qu'il faut aussi l'extraire et le transformer le transporter jusqu'à la raffinerie. Oui, mais tu n'as pas écouté le début Ah ben non. de mon hypothèse qui est je compare deux véhicules et pour les comparer, je pars de la même quantité d'énergie primaire. Oui, Donc, oui. elle arrive au raffinage. Bon, j'ai une certaine, je pars d'une certaine origine. Si je pars un Eh, peu plus loin, ça va me compliquer mon schéma. Il ne faut pas oublier que je fais ça surtout pour faire de la vulgarisation. Et oui, oui. Je suis Mais obligé de extraire rester. le pétrole, ça fait partie de l'énergie. On en perd aussi en passant, et le pétrole, il faut l'amener jusqu'à la raffinerie. On Oui, part d'un peu plus loin, mais c'est la même oui, chose pour les deux. oui, mais c'est la même chose. Ça va me rajouter, ça va me rallonger mon schéma vers la gauche, Ah oui. mais ça ne va pas faire apparaître de différence. Non.
qu'il n'y a pas de Voilà. différence entre les Voilà. deux. Ce que je veux, c'est comparer les véhicules. D'accord. Non, je Bien. comprends. Non, merci de vos remarques. Bon, on continue. Philippe Deuxième Morand, remarque. excuse, juste 2 secondes. Oui, Philippe Morand, c'est un Gazar aussi, et c'est lui qui va nous faire la conférence la semaine prochaine sur sa société. Voilà. oui, oui, tu me l'as dit tout à l'heure, d'accord. Oui. Je ne pourrais pas y assister, je fais une formation sur la liquéfaction d'hydrogène en région parisienne et je ne serai pas avec vous mardi. Voilà, ok. Ah, Continue. alors, le véhicule thermique engendre du CO2 à l'endroit où il roule, c'est évident. Mais le véhicule électrique, lui, n'engendre pas de CO2 à l'endroit où il roule, mais le CO2 est engendré dans la centrale thermique. Ça, il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas dire qu'un véhicule comme ça ne fait pas de CO2. Et comme ces véhicules, on a vu, ont des rendements voisins, ça veut dire que c'est bien la même quantité de CO2 qui est émise par l'un et par l'autre. Dans le cas, bien sûr, toujours dans mon hypothèse, où l'énergie primaire provient d'un hydrocarbure. Et j'attire l'attention du public sur ceci. Un véhicule électrique n'est pas un véhicule à 0 g de CO2 par kilomètre. Si je regarde le véhicule tout seul, c'est vrai, mais comme on vient de le voir, c'est une manière très fallacieuse et sur laquelle je pense que les gens qui s'occupent de publicité devraient réagir. On ne devrait pas autoriser des publicités comme ça. Il faut absolument pas perdre de vue que ce type de publicité est absolument volontaire. C'est-à-dire que tous ceux qui font ça ne sont pas ignorants de ce que tu viens de dire. Ils le font exprès. Oui, mais justement, mon point de vue, c'est que... Et ils n'ont pas l'intention de changer. Non, non, j'ai bien compris, j'ai bien compris. C'est pour ça que je donne des petits coups de pied chaque fois que je peux. Alors, l'hypothèse que nous avons faite tout à l'heure, elle est pas bonne. On est parti de la même quantité d'hydrocarbures. Mais dans la réalité, ce n'est pas le cas. Vous allez me dire, en France, on a de l'énergie nucléaire. Alors, je me suis dit, quel est l'intérêt de la voiture électrique au point de vue énergétique selon le lieu où elle est utilisée? Et j'ai regardé quelle est la proportion de fossiles dans l'énergie électrique que l'on met dans la batterie. Cas d'un particulier équipé de panneaux solaires, pas de fossiles, c'est très très intéressant, c'est très bien, à condition bien sûr que ce ne soit pas un gars qui travaille et pour lequel la voiture n'est jamais chez lui. Bon. Norvège. Norvège n'a de l'énergie électrique l'énergie électrique provient en totalité de l'hydraulique. Parfait, très bien. France continentale, 20% de fossiles, c'est intéressant. En Corse, eh ben, c'est moins intéressant. Et en Allemagne, c'est encore moins intéressant. Donc, il y a un petit bémol quand même, même sur l'aspect énergétique, sur l'utilisation de la voiture électrique. Et ça, personne ne le dit non plus. Bien sûr, il n'y a pas de CO2 en ville. Je continue un petit peu ma comparaison entre véhicules à moteur thermique et à moteur électrique. J'habite à la montagne. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'un véhicule monte puis redescend en col? Véhicule thermique, dénivelé 1, il monte avec un rendement de 0,24. Donc, il dépense 1 sur 0,24, 4,14 en énergie. Et quand il redescend, comme il ne récupère pas d'énergie, il ne récupère rien. Voilà. En revanche, un véhicule à moteur électrique, on fait des hypothèses simplificatrices, bien sûr, vous voyez, pour qu'on puisse comparer. On est toujours dans l'idée de tout à l'heure. Avec son rendement de 0,23, il a besoin de 4,44. Mais quand il redescend, il va bien récupérer de l'énergie qui va se retrancher à l'énergie qu'il a consommée en montant. Ah, c'est intéressant. Donc, combien? Alors, refaisons un petit truc comme ce qu'on a fait tout à l'heure. Pendant la descente, la transmission envoie de l'énergie au moteur, ainsi de suite. Et puis après, quand je veux utiliser l'énergie, je refais ça dans l'autre sens. Et il ne me reste plus qu'à empiler les rendements
que j'ai repris identique à ceux de tout à l'heure, bien sûr, et j'arrive à quoi? Eh ben, j'arrive à une récupération de la moitié de l'énergie. J'ai failli dire de seulement la moitié de l'énergie. C'est pas terrible, hein? Alors, si je termine mon calcul, je récupère 0,49. Ça veut dire que le bilan thermique est là, le bilan électrique est là. Ben, c'est pas très, très différent, encore une fois, même avec cette notion de récupération d'énergie. Et en fait, Si tu permets à nouveau une petite interruption sur cette oui, comparaison qui est très intéressante, là tu prends un véhicule qui n'est pas un véhicule hybride, hein. Voilà. Donc, non, j'ai pris un véhicule, en fait, aujourd'hui, le marché, il va vers les molécules hybrides, du véhicule hybride. Pourquoi? Parce que les gens veulent échapper aux contraintes sur les zones à émissions réduites, etc. Donc, ils prennent des voitures électriques. C'est le cas à Grenoble. Moi, j'ai des amis qui sont sur Grenoble, hein. Et je peux te dire qu'avec les moteurs, les voitures, les véhicules hybrides, ils consomment beaucoup plus qu'avec les moteurs thermiques. Et le seul endroit où tu gagnes un peu par rapport aux moteurs strictement thermiques, c'est en ville, parce que tu récupères toutes les accélérations, les ralentissements, etc. En ville, ça marche effectivement, et tu n'es pas tributaire du poids des batteries plus du poids du moteur thermique. Bon, c'est peut-être pas du tout. J'ai peut-être fait une interruption qui vaut pas grand-chose, mais enfin moi, je les épare de cette comparaison que je fais avec le véhicule hybride. Il présente alors strictement aucun intérêt de ce point de vue-là, et pourtant c'est celui qui se vend le plus. bon, je te fais les gros yeux parce que tu as fait une interruption qui n'était pas au bon moment. Je vous dirai, je vous dirai un mot du véhicule hybride. Pour le moment, je reste sur le véhicule électrique à batterie. Je me cantonne là-dessus. Et à la fin de la conférence, il se trouve que depuis quelques mois, j'ai un véhicule hybride. Je vous dirai ce que j'en pense et j'étairai euh, mon argumentation. Donc, ça, c'est le théorique. Mais dans la réalité, quand je freine jamais en récupérant toute l'énergie dans la batterie. Donc, je perds de l'énergie. Quand je descends, je ne peux récupérer de la puissance, je ne peux récupérer de l'énergie que dans la mesure de la puissance du moteur, c'est-à-dire qu'au-delà d'une certaine vitesse, je ne peux pas récupérer plus d'énergie que la puissance du moteur. Selon le niveau de charge de la batterie, je peux récupérer de l'énergie. Si elle est pleine, je ne peux pas. Exactement. Je dois chauffer dans un véhicule à moteur thermique, ça coûte rien. Là, je dois payer. À l'arrêt, je me suis laissé dire qu'une Tesla perd à peu près 10 km d'autonomie par jour. Alors, à combien s'élève la dégradation de tout ça? 5%? Je ne sais pas. Tout ceci pour dire qu'aujourd'hui, quand on compare ces deux véhicules, il n'y en a pas un qui soit meilleur que l'autre, ils sont vraiment à peu près identiques. Et ça, pour moi, ça a été une révélation parce que j'étais persuadé que la voiture électrique était un véhicule beaucoup plus efficace. Bien. Une petite remarque sur le freinage. Il y a un autre problème aussi, c'est que le ralentissement dû à la récupération d'énergie pour transformer l'énergie mécanique de la voiture qui descend peut être pas suffisamment important pour permettre de ralentir la voiture, et on sera bien obligé d'utiliser du freinage en plus du ralentissement dû à la recharge de la batterie. T'as pas bien écouté ce que j'ai dit, ça c'est parce J'ai qu'on est, peut-être pas bien compris. c'est parce qu'on est dans la situation où le moteur qui a une certaine puissance, en génératrice, ne peut fournir qu'une certaine puissance. Et si le véhicule a besoin de dissiper plus de puissance, eh bien on n'y arrive pas. Il faut aider avec les freins, bien sûr. Ah, c'est ça que tu voulais dire. Oui, oui. Ouais. Et juste pour terminer, une question sournoise. Personne n'en parle de ça. Ça va bien tomber sur la gueule. Parce que si les gens continuent à acheter l'électricité, il va bien falloir entretenir les routes. Et, En ce qui concerne le chargement à la maison, c'est déjà prévu. C'est-à-dire que le compteur Linky est équipé d'un canal 5 qui permet effectivement de détecter si quelqu'un est en train de charger sa voiture, et à ce moment-là, le coût de l'électricité lui sera facturé en tenant compte des taxes nécessaires. ah oui, mais tu dis, lui sera.
Ah ben oui, mais C'est pour pas le l'instant, cas c'est aujourd'hui. prévu, c'est pas mis en Oui, route, mais oui, c'est déjà prévu dans les compteurs installés. oui, d'accord, mais ça je ne m'en doute, je m'en doutais fortement, mais pour le moment, on n'en dit rien à tous les gens Ah ben bien sûr, que l'on incite à acheter des véhicules électriques. bien sûr, puisque Donc, l'objectif, c'est qu'ils en achètent et voilà, c'est pour ça. qu'ils découvrent les inconvénients au fur et à mesure de l'utilisation. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien raconter ça aux gens qui ont des véhicules électriques. Bon, toujours dans mon aspect pédagogique, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? J'ai fait un petit résumé, je vous le passe. Et on attaque la seconde partie. Et là, j'ai voulu me placer euh, dans la situation du gars qui écoute la télé et qui entend dire que, il entend des discussions de gens, des experts. J'ai toujours l'habitude de dire qu'il faut se méfier des experts. J'en suis un, je sais de quoi je parle. Donc, euh, au lieu de regarder toutes ces choses-là, moi, je vous propose d'examiner des informations factuelles que n'importe qui peut vérifier sur Internet en général. Et on va regarder quelques situations très simplifiées, encore une fois, pour aboutir à des ordres de grandeur. Si je vous dis 12 et que c'est 14, 2 ou 11, c'est pas très grave. L'important, c'est de voir que c'est pas 1, que c'est 12. Et mon objectif, c'est que chacun, après ça, puisse avoir le moyen de se défendre un peu, d'évaluer les déclarations et de renifler quelques bêtises qu'on lui raconte. Une première constatation qui est impressionnante, c'est que si je regarde la quantité d'énergie que l'humanité a consommée, alors j'ai pris 2019 avant les Covid, c'est beaucoup. Les hexajoules, je n'utilise jamais. D'ailleurs, il y a beaucoup trop de zéros. Je pense que parmi vous, il y en a très peu qui doivent l'utiliser. Alors voilà des équivalents. Voilà un équivalent par habitant. Et en France, on a, comme je l'ai déjà dit, on consomme à peu près 50 000 kWh par an et par habitant. Et en fonction de ce que disent nos dirigeants, eh bien, puisqu'ils nous disent que alors je mets X années, euh, on va avoir de l'énergie qui sera entièrement renouvelable, il n'y aura plus de fossiles, eh bien, je dis prenons-les au mot et essayons de nous mettre dans cette configuration. Donc, on va faire une petite série de calculs, assez compliqués d'ailleurs, assez complexes, pour essayer de voir ce que ça donne. Quelles sont les énergies renouvelables qui sont disponibles? On ne va pas perdre de temps, vous les connaissez, on passe vite, c'est pas ça qui est intéressant. Petite remarque sur le rayonnement solaire. En 1 heure, la Terre reçoit la quantité d'énergie à toute l'humanité pour 1 an, c'est-à-dire tout ceci. Si je transforme cette énergie solaire récupérée en énergie électrique avec des panneaux solaires qui ont un rendement discutable aussi, mais de 15%, eh bien, il faut une grande surface qui doit être en permanence exposée perpendiculairement au rayonnement solaire. Ça veut dire que en France, il me faudrait un carré de 300 km de côté qui soit en permanence exposé au soleil. Ça donne une petite idée, j'aime bien cette image. Mais je me rends compte que l'exposition permanente n'est pas possible. Même vos petits-fils s'en sont rendus compte. Alors, L'alternance jour-nuit. une petite interruption supplémentaire sur ce point-là, parce que c'est extrêmement important. C'est que tu as bien noté que le rendement était de 15%, et comme tous ces panneaux sont de couleur extrêmement sombre, ils absorbent à peu près 100%, et en réalité, il y a 85% qui sont transformés en chaleur. Donc, on transforme la France en une chaufferette. Exact, exact, bien sûr. Oui, oui, ce sont des magnifiques corps Tous noirs. les, tous les équipements de panneaux solaires sont équipés de systèmes de refroidissement pour permettre le maintien de ce rendement de 15%. Sinon, si les panneaux chauffent, ils ne font plus 15%. Oui, oui. Et puis, il va falloir des armées de nettoyeuses pour épousseter tous ces panneaux. En montagne, il faut les mettre en position verticale parce qu'ils sont pleins de neige. Donc, il y a beaucoup de problèmes pratiques, tout simplement, à régler avec ces panneaux. Il y a des robots. Guy, je pourrais Oui, faire
rajouter quelque chose. J'ai entendu dire ou j'ai lu quelque part qu'il serait question que des panneaux solaires soient placés sur les bordures d'autoroute et qui font partie de la concession. Il y a je ne sais pas combien, 20 mètres de chaque côté. Et les sociétés d'autoroute seraient très intéressées pour nous mettre des panneaux solaires sur tout le long. C'est-à-dire, bon, ça ferait un décor pendant Oui, nos voyages. Alors, si on pouvait le représenter ici, au lieu d'en carré noir, en ligne noire, je veux dire, ça serait assez inquiétant, ça. Mais c'est une demande de Macron. À commencer, hein, Ah, ça tu m'étonnes. La c'est, remarque de André, c'est une demande très précise de Macron. oui, ça a Putain. commencé d'ailleurs. il y a certainement quelqu'un qui a eu une idée aussi géniale, et forcément, comme elle est géniale, ben, bon, on se passera de commentaires. Bien, tout ceci pour dire que l'évolution des besoins d'énergie ne correspond certainement pas à celle de la production d'énergie et on touche le gros problème des énergies issues de renouvelables qui est le stockage. Et ça va me prendre beaucoup de temps pour vous en parler. Si je veux réfléchir au dimensionnement de stockage, et là aussi, je me suis surpris en faisant cette petite étude. Alors, pour essayer de trouver un exemple relativement simple, j'imaginais un château d'eau avec une maison en bas qui a besoin d'être alimentée à débit constant. Et ce château d'eau, il est alimenté par de la pluie, qui est par principe un débit intermittent. Et j'ai regardé le débit de stockage, c'est-à-dire le débit avec lequel je récupère de l'eau pour la mettre dans mon château d'eau, le volume stocké qui était nécessaire, et j'ai regardé différents cas. Je consomme 1, voilà, 1, et je consomme d'une manière constante. Le temps de stockage, ben, il est 1. Le débit de stockage, ben, c'est 1 aussi. Et le volume à stocker, ben, c'est 0 puisque j'ai toujours de l'eau quand j'en ai besoin. Je regarde maintenant une autre situation où j'ai de l'eau disponible seulement la moitié du temps. En conséquence, pendant la moitié du temps, je remplis mon volume et pendant l'autre moitié, le volume se vide. Le débit de stockage, bien sûr, il est double. Et le volume à stocker, ben, c'est facile, j'ai besoin de stocker 0,5. Si le temps pendant lequel je stocke devient encore plus court, un quart du temps, eh bien, je me rends compte que le débit de stockage est multiplié par 4 et que le volume à stocker devient 0,75 et ainsi de suite. Et je vois quelles sont les caractéristiques d'un système de stockage, la quantité que je dois stocker, c'est-à-dire le volume, le débit que je dois stocker, c'est-à-dire le débit dans lequel je dois remplir mon stock, et le débit de restitution, le débit avec lequel je vais récupérer ce que j'ai stocké. Il y a aussi, ne pas oublier le rendement de stockage qui peut avoir, dans ce cas-là, deux situations. Je peux avoir une fuite permanente qui est liée au temps et je peux avoir une fuite qui est liée au fonctionnement. Tout ceci pour dire que plus le temps de stockage est court, plus le volume et les débits de stockage et de restitution sont grands. Ça, c'est une règle très importante dont je répète, que je n'avais pas tellement pifométré. Alors, si tu permets une interruption sur ce point-là à nouveau, parce que ça, c'est effectivement très important, tu peux trouver des chiffres excellents sur des descriptions sur Internet qui ont été faits à propos d'une île qui s'appelle El Hierro en Espagne, où ils ont voulu installer un système totalement indépendant des énergies non renouvelables, avec des éoliennes pour faire remonter de l'eau et une installation STEP pour produire de l'électricité. Oui. Donc, ils ont fait beaucoup de publicité autour de ça. Et c'est ce que tu viens de décrire, c'est précisément ce à quoi ils se sont heurtés. Ça n'a jamais marché. Ils sont revenus à des groupes électrogènes. Ah, c'est dommage. Ben, tu peux regarder sur Internet pour avoir
Vous remplacez les 1 par des chiffres réels. Ah oui, mais tu vois, je suis toujours dans l'esprit de vulgarisation, chose simple, que tout le monde Oui, mais comprend avec là l'eau. on a un résultat, c'est revenu au point de départ, hein. Bon, eh ben, si C'est je quand même veux, une information importante. un peu triste. Bon, alors, qu'est-ce que je voulais raconter? Oui, rayonnement solaire. Bien sûr, le rayonnement n'est pas homogène selon la localisation sur le globe terrestre. Ça veut dire que à l'endroit où il y a du soleil, c'est-à-dire de l'énergie, c'est pas forcément l'endroit où on en a besoin. Et ça veut dire que, deuxième problème, il faut transporter l'énergie. Donc voilà les deux problèmes auxquels on va se heurter quand nos dirigeants disent plus de fossiles, on va faire que du renouvelable. Oui, à condition d'avoir résolu ces deux aspects. Ah, je bafouille là, d'accord. Bon, l'eau, rien de terrible, j'apporte pas d'éléments principaux, vous êtes bien au courant. Le vent, le vent, ah, ça c'est un truc intéressant. Le vent, comment on l'utilise? Eh bien, avec des éoliennes. Alors, il y a eu une mesure qui a été faite ce qui m'a beaucoup marqué. On a mesuré la puissance injectée sur le réseau par le parc éolien, je dis bien européen, qui comprend l'Allemagne, l'Autriche, la France, l'Espagne, le Danemark, l'Irlande, hein, et ceci sur une durée de plusieurs mois. Ce que nous racontent les gens à la télévision, c'est que quand j'ai des éoliennes partout en Europe, eh bien, si chez moi il n'y a pas de vent, il y a bien du vent quelque part. Et comme il y a du vent quelque part, ben, il y a toujours du vent quelque part. Eh bien, ce n'est pas vrai. Voilà ce qu'on a. Exactement. Voilà ce qu'on a. Et c'est affreux. Le C'est fond. affreux parce que ici, c'est la puissance en mégawatts. Je m'arrête à 60 000 parce que, voilà, pardon, la puissance maximum atteinte est combien de fois? Une fois, peut-être deux fois. Je l'ai obtenue deux fois en quelques mois. La puissance minimum garantie, en gros, et encore, ce n'est pas vrai, vous voyez, il y a des petits trous par là, c'est autour de 7000 mégawatts. La puissance moyenne, c'est-à-dire l'intégrale de cette herbe, c'est 13 000 mégawatts, à comparer avec l'investissement où on a une puissance installée de 65 000 mégawatts. Exact. Alors, 20%. Ouais. 100%. Et vous voyez que quand j'ai de la chance, une fois tous les 3 mois, je monte à un peu plus de la moitié. Et voilà ce que j'ai. Ici, j'ai rajouté une courbe que j'ai piquée, je ne sais pas où, dans laquelle on voit que la puissance relative, la puissance de l'éolienne au nominal, c'est 1, mais dès que la vitesse du vent est la moitié, j'ai plus que 35%. Voilà. Alors, investissement démesuré, il faut stocker la moitié de l'énergie produite, il faut stocker tout ça, avec de fortes pointes de puissance. Alors, Et ça Guy, nous ramène au problème de stockage. je Alors, voudrais. il faut savoir que l'Espagne a abandonné complètement de participer à cette opération éolienne en Europe, hein. Donc, ils ont leur propre maintenant chemin avec les énergies renouvelables. Et ils ont quitté complètement le système européen. Et je pense qu'André pourra nous le confirmer sur ce point-là. Donc, il y a d'autres inconvénients aux éoliennes qui sont pas évoqués. Tu ne les as pas évoqués parce que c'est un peu hors sujet par rapport à ce que tu nous dis. Mais quand on a 1000 champs de 1000 éoliennes, ben on arrête le vent. Il n'y a plus de vent du tout. Oui, Donc, oui, oui. autrement dit, quand vous mettez des éoliennes en bordure de mer et puis que vous regardez ce qui va se passer à l'intérieur des terres, loin à l'intérieur des terres, très loin à l'intérieur des terres, vous modifiez le climat de façon extrêmement sensible. Exact. C'est-à-dire que c'est une affaire qui est tellement stupide que je ne comprends pas que des gens normalement intelligents se soient lancés dans une opération comme celle-ci. Et c'est heureux que les Espagnols aient été les premiers à prendre conscience qu'il y avait un problème. Il le paye avec la sécheresse, à mon avis. Ben, il y a une liaison, très certainement. Je peux faire une remarque, Guy. Ce que Oui, tu viens de montrer là,
fait la démonstration que l'espoir que certains écolos mettaient dans ce qu'ils appellent le foisonnement, de manière pour éviter justement ce problème de stockage, le foisonnement, ils disaient pour la France, c'est pas compliqué, on a 4 vents et il y aura toujours un vent qui va souffler, je sais pas, le Mistral, ce sera le vent d'OTAN, etc. Voilà. Et ça démontre que c'est une vaste connerie, quoi. Bien sûr. Et Marcel, les responsables du réseau d'EDF, les gens sont partis dans cette voie-là et ont accepté les contraintes imposées par l'Europe dans ce sens-là, en prenant en compte le foisonnement qui n'existe pas. Marcel, ça m'intéresse. Ce que tu m'as dit, j'ai pas eu le temps de chercher l'incidence sur le vent des fermes éoliennes. Si tu peux m'envoyer quelques J'avais liens. fait circuler des informations là-dessus il y a déjà quelque temps. Mais j'étais trop petit, j'ai Effectivement, donc je peux essayer de te ressortir tout ça. Merci. Bon, alors après le petit coup de pied aux éoliennes, ça je vous en ai déjà parlé, je ne recommence pas. La géothermie, bah, c'est très intéressant aussi, mais bon, c'est quand même un peu limité. L'intérêt, c'est que c'est une énergie renouvelable qui est disponible sur demande. Donc, elle n'a pas la nécessité d'être stockée, elle est naturellement stockée. Transport et stockage. Alors, pour pouvoir utiliser toute l'énergie issue de renouvelables, il faut la stocker, la transporter, on le dit depuis un petit moment. Mais ce que je dis maintenant, c'est que chacun de ces processus donne lieu à une perte d'énergie selon son rendement. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on oublie facilement. Comment transporter l'énergie? Pardon, il y a quelqu'un qui a dit... Oui, excusez-moi, il y a une chose supplémentaire qu'il faudrait ajouter, c'est qu'il y a une infrastructure pour le transport et il faut monter à des tensions de 600 000 volts, je crois, pour faire 500 ou 600 kilomètres. Et en Allemagne, par exemple, leurs industries sont dans le sud, la production d'énergie éolienne est plutôt dans le nord. Non, mais je comprends, André, mais là, on rentre dans des détails que je ne peux pas aborder au niveau de cette conférence. Tu as parfaitement raison, mais c'est une manière un petit peu de polluer le truc. Là, on rentre dans les détails, on n'arrivera pas au bout. Donc, je me permets de t'interrompre. En ne disant pas que tu as tort, mais que dans le contexte, ça ne marche pas. Pardon. Alors, actuellement, l'énergie est transportée comment? Sous forme d'énergie primaire, des bois, des hydrocarbures, du charbon, du combustible nucléaire, ou bien sous forme de vecteurs. Alors, j'en connais deux, l'électricité et je connais l'hydrogène. Alors, l'hydrogène, on va en dire un mot tout à l'heure, je connais bien. J'ai entendu dire que EDF perdait 10% sur le réseau. C'est quand même pas négligeable. Actuellement, les installations productrices d'énergie issues de matériaux fossiles ou nucléaires sont des grosses machines. Si on les remplace par des petites machines, il va y en avoir beaucoup, il va falloir les raccorder, il va falloir gérer le fonctionnement de toutes ces machines, ça va devenir un truc très difficile et on va peut-être atteindre une limite et certainement aller vers des pertes plus importantes. Sachez qu'actuellement en été, les pointes d'électricité solaire de milieu de journée en Bavière ne peuvent pas être récupérées pour ces problèmes. Donc, les Allemands qui sont en pointe, avec des guillemets, ont des emmerdements comme tout le monde. Alors, comment stocker de l'énergie? Le stockage de l'énergie fait appel à des principes de la physique. Alors, pardon, pas de temps, potentiel par variation de l'altitude, énergie électrique, réaction chimique, champ électrique avec le condensateur, champ magnétique avec la bobine. Alors là, un petit mot des stockages qu'on appelle des stockages d'énergie magnétique supraconducteurs, dont j'entends parler depuis bientôt 50 ans et qui ont du mal quand même à sortir. Stockage d'énergie cinétique par variation de vitesse d'un volant, on en a parlé un petit peu dans le groupe il y a quelque temps. Énergie thermique par variation de la température ou changement de phase.
et énergie chimique, et c'est là qu'on voit réapparaître l'hydrogène. Et j'insiste à nouveau, encore une fois, ne le prenez pas mal, mais pour la vulgarisation, c'est nécessaire, seule une partie de l'énergie stockée est disponible et restituée. Alors, on parle des steppes, et il m'a paru... Dans le cas de l'hydrogène que tu viens de citer, tu cites l'électrolyse, la transformation de l'eau, puis si on prend de l'eau, hein, pour la transformer en hydrogène, un rendement qui est très faible. Hein. Est-ce que tu comptes ce rendement qui est tu très vas trop faible vite. dans le Tu rendement vas, que tu évoques? tu Voilà. vas, tu vas trop vite, je vais en parler tout à l'heure en détail. Pardon. Alors, un petit mot sur le STEP, peut-être pas pour vous, mais pour les gens qui ne savent pas très bien ce que c'est. J'ai une réserve supérieure, une réserve inférieure qui sont reliées par des tuyaux avec une pompe et un moteur. Et quand j'ai de l'énergie électrique en trop sur le réseau, eh bien, je fais tourner le moteur qui fait tourner la pompe et je transfère l'eau en haut. Donc, quand je pars de 1 en énergie et que j'ai transféré toute ma flotte en haut, eh bien, il me reste 0,88. Et puis, quand j'ai besoin d'énergie électrique, bien sûr, je fais l'inverse. La pompe fonctionne en turbine dans les appareils modernes. Le moteur travaille en alternateur. Je fais tourner ça dans l'autre sens et je récupère 0,78. 8,64. Alors, ça, c'est la valeur que j'ai récupérée à où? Bien sûr, chez mes voisins, à Grande Maison, à Isère, où vous avez ici la retenue supérieure, la retenue inférieure, avec un dénivelé de 930 mètres. Voilà les capacités de pompage et turbinage, l'usine dans laquelle tout ce matériel est indiqué. Et je vous rappelle qu'un mètre cube 300 de 930 mètres, 2,5 kWh. L'énergie que je peux stocker là-dedans, c'est 36 000 MWh. C'est parmi les plus importantes au monde. Ça, j'ai réalisé aussi. Ça fait partie des trois grosses installations au point de vue stockage d'énergie dans le monde. Temps de mise en production ridicule. Et ça peut produire autant que de réacteurs nucléaires. En d'autres termes, ce système-là est un système qui est tout à fait mûr, tout à fait correct, mais on va voir qu'il présente d'autres inconvénients. Je ne résiste pas à vous raconter d'où je sors. En fait, je suis né dans une centrale hydroélectrique qui faisait déjà ceci, qui a été construite en 1920. Vous voyez que j'ai une pompe, une turbine Pelton, un alternateur. Et voilà la photo prise de l'autre côté. Ça, c'est quelque chose qui a démarré en 1920 et qui continue à fonctionner. Donc, c'est pas comme le lac Blanc et le lac Noir qui a arrêté de fonctionner. Ah oui, mais ça marche toujours. Mhm. Bien. Alors, l'hydrogène. L'hydrogène, bien sûr, c'est un gaz auquel je me suis pas mal frotté et pour lequel je travaille beaucoup actuellement sur sa liquéfaction en grande quantité, c'est-à-dire des dizaines de tonnes par jour. Au point de vue chimique, il y a beaucoup d'hydrogène dans l'univers, il n'y a pratiquement que ça. Sur Terre, il y en a aussi beaucoup, mais il est disponible sous une forme totalement dégradée, l'eau. Remarque, quelques très rares ressources d'hydrogène gazeux naturel, j'en dirai un mot tout à l'heure. Alors, puisque l'hydrogène est sous sa forme dégradée, pour obtenir le gaz, il me faut dépenser de l'énergie. Donc, l'hydrogène n'est pas une source d'énergie, comme on l'entend raconter de tous les côtés. Bien. Ni fossile, ni renouvelable. Ce n'est pas une source d'énergie. L'hydrogène naturel, alors d'où il sort? Il est produit au niveau des dorsales dans les océans et on entend parler depuis pas très longtemps, 1970. Jusqu'à maintenant, tous les gens qui faisaient des trous dans la Terre étaient intéressés par le méthane, les hydrocarbures, et l'hydrogène, ils ne le regardaient pas parce que ça les emmerdait, puis bon, ça ne les intéressait pas. Alors maintenant, on commence à regarder, et ça explique peut-être pourquoi
ce n'est que depuis peu de temps qu'on se rend compte qu'il y a de l'hydrogène qui sort de la Terre. Alors voilà, c'est un problème d'oxydoréduction d'une certaine roche et qui est une réaction exothermique. Voilà. Et ça nous permet de libérer des atomes d'hydrogène qui forment du dihydrogène qui ressort. Bien. Alors, espoir, oui, vraisemblablement. Attendons un peu et ne nous emballons pas sur le fameux hydrogène de Lorraine qui sort en très très petite quantité. Par ailleurs, je suis assez bien placé pour vous dire, parce que j'ai beaucoup travaillé avec l'hélium. L'hélium provient aussi de sous la Terre. C'est un élément, c'est une impureté du gaz naturel. Donc, on épure les résidus de gaz naturel pour en extraire l'hélium. Et l'hélium, c'est un produit qui coûte cher parce que il faut l'épurer, il faut l'extraire. Donc, attendons-nous à ce que l'hydrogène ne soit pas non plus gratuit parce qu'il est naturel. Et là, je ne peux rien vous dire d'autre. Alors, aujourd'hui, l'hydrogène est obtenu par craquage, ça ne nous intéresse pas. Quand il a été stocké, il peut être recombiné pour refabriquer de l'électricité. Bon. C'est donc, il faut dire que l'hydrogène est un vecteur d'énergie et non pas une source. Déjà, mettre ça dans la tête des gens, l'hydrogène est un vecteur d'énergie, c'est déjà une bonne performance. Stockage de l'hydrogène. Ah, alors là aussi, on entend des conneries. On entend dire des choses vraies. L'énergie spécifique de l'hydrogène, 33,3 kWh par kilo, c'est vachement mieux que celle du pétrole qui n'est que de 11,6. Énergie spécifique, c'est-à-dire ramenée à l'unité de masse. L'hydrogène est un produit extrêmement léger. Moins de 100 grammes, 80 grammes par mètre cube. Alors, quand je regarde son énergie volumique, c'est-à-dire la place qu'elle prend dans l'endroit où je le stocke, eh bien, ça fait beaucoup moins. Et en énergie volumique, ça fait 3 à 10 millièmes de celle du pétrole. C'est quand même un point important. Donc, l'hydrogène ne peut pas être stocké utilement sous cette forme. Il faut le comprimer, et pas qu'un peu. À 700 bars, on arrive à 1300 kWh par mètre cube, 15%. Liquide à très basse température, 26%. Et je ne parle pas des problèmes de solution solide dans les hydrures, qui est, à mon avis, une solution qui ne va pas durer très longtemps parce qu'elle est... Bon, peu importe. Donc, vous voyez que même dans le cas où l'hydrogène est le plus condensé, il ne fait qu'un quart de l'énergie volumique d'un hydrocarbure qu'on trouve n'importe où, à n'importe quelle pompe. Et si tu rajoutes le poids des réservoirs pour avoir les pressions que tu viens de citer, C'est ce que je ça viens ne de... passe plus en poids. C'est ce que je vois, c'est ce que je dis. Ces valeurs ne tiennent pas compte de la masse de stockage. Voilà, la Tout, masse du stockage fait qu'au niveau poids, ça n'est même pas équivalent au pétrole, bien sûr. Bien à sûr. cause de ça. Donc ça ne marche pas pour le volume ni pour le poids. Ouais. Alors, comment ça marche? Allez, un peu de vulgarisation. Je rentre de l'énergie électrique, j'ai de l'hydrogène et, ça c'est intéressant, pour avoir un kilo d'hydrogène, il me faut 54,4 kWh. Et avec cet hydrogène que j'envoie dans une pile à combustible, eh bien, un kilo d'hydrogène me fait 15 kWh. Ah, là-dedans, j'ai de l'énergie électrique qui circule dans l'un et dans l'autre. Donc, je perds beaucoup par effet Joule. Et ici, je fabrique de l'oxygène que je peux jeter, ce qui est un peu idiot, ou que je peux récupérer. Mais pour l'effet Joule, je ne peux rien faire. Alors, regardons ce que pourrait être une chaîne de l'hydrogène. Électrolyse, stockage. Je prends une situation simple où je me contente de comprimer du gaz de 20 à 700 bars. 20 bars, c'est la pression à laquelle l'électrolyseur produit l'hydrogène. Et génération, pile à combustible. Je ne compte pas le transport parce que je veux me simplifier la vie, je ne veux pas faire des choses compliquées. Alors,
Je prends 54,4 kWh sur le réseau. J'en jette 21 sous forme de chaleur et d'oxygène et je récupère 1 kg d'hydrogène, c'est-à-dire 33,3 kWh. La compression du gaz, je vais perdre 8,6 kWh. C'est un ordre de grandeur. Si je voulais le liquéfier, au passage, aujourd'hui, c'est plutôt 12 kWh par kilo. Et enfin, j'arrive dans ma pile à combustible qui va évacuer pas mal de chaleur et qui va me donner 11,1 kWh. Et quand je compare ce que j'ai mis et ce qui sort, 20%. j'arrive à un rendement lamentable de 20%. Mais ça aussi, personne ne le raconte. C'est foutu. C'est mieux C'est qu'une lamentable. machine à vapeur. Hein? Pardon? C'est mieux qu'une machine à vapeur. Je ne sais pas. J'avoue que je n'ai pas bien en tête les machines à vapeur. Alors, une remarque de bon sens pour contrer un peu les conneries qu'on entend à la télé ou ailleurs. Un moteur thermique évacue naturellement, sans coût ni masse supplémentaire, la majorité de la chaleur par ses gaz d'échappement. Imaginons qu'on équipe un Airbus A320 qui a des moteurs de 20 MW avec une pile à combustible qui a un rendement de 45%. Donc, il faut que la pile envoie 20 MW dans les moteurs et qu'elle évacue 20 MW. Comment? Avec un échangeur. Conséquence sur la masse de l'aéronef, le rendement, le coût. Je ne me prononce pas, mais je me demande quand même si c'est réaliste. Ça peut marcher Entre pour un nous, sous-marin. Un sous-marin. entre nous, je ne crois pas. Et comment peut-on continuer à travailler là-dessus? J'ai un collègue, un ancien collègue qui travaille chez Airbus, qui à demi-mot m'a dit qu'il était d'accord avec moi. Néanmoins, Airbus dépense des milliards là-dessus pour se peindre en vert. Bon. Alors on nous dit, ah, mais les hydrogènes, ça permet de faire des voitures qui ne font pas de CO2, c'est formidable. Ah ouais, et tiens, faisons une petite comparaison entre la voiture à batterie qu'on a étudiée tout à l'heure, dans laquelle j'ai une batterie, je ne regarde pas comment je la remplis, vous allez voir, moteur, transmission, les roues, et je prends de l'énergie sur le réseau, je fais toujours mon diagramme de Sankey, qui est toujours très illustratif, et je vois que en partant du réseau, une voiture à batterie, elle aurait quelque chose comme 0,5 pour 0,5, une efficacité de 0,5. Avec la même quantité d'énergie, je fabrique de l'hydrogène, je le stocke, je ne le transporte pas, je refais de l'énergie électrique, je l'envoie dans les composants embarqués, tac, 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 et je fais mon petit calcul. Et qu'est-ce que j'arrive à dire? J'arrive à dire que le véhicule à hydrogène consomme 3,0 fois plus d'énergie que le véhicule électrique à batterie. Vous en aviez une idée de ça? Moi, non. Il a fallu que je fasse le petit calcul pour en arriver là. Mais ça m'a encore donné un coup. On peut se demander si c'est raisonnable. Alors, comme on a dit que stocker les énergies issues de renouvelables, c'était un gros problème, essayons de comparer ce qui est à notre disposition aujourd'hui. La technologie, la durée de stockage, le rendement. Le rendement, c'est quoi? Alors, vous le savez, mais je le dis pour les autres. Bien. Mise en régime, c'est-à-dire temps de réaction, et le niveau de maturité. Step, je peux
conservé longtemps avec un rendement qui est ce qu'il est, mise en régime rapide, c'est mûr. Accumulateur moyen, rendement discutable, mais enfin à peu près, assez rapide. Je ne sais pas si c'est mûr, ça devrait faire des progrès. Le condensateur, très court. Le rendement, je n'ai pas tellement idée. Rapide, ça ne doit pas être très mûr encore. Stockage par inertie, durée courte. Rendement, peut-être 85. Mise en régime rapide, pas tout à fait mûr non plus. Les SMES, donc les systèmes de stockage magnétique supraconducteur, durée moyenne, rendement relativement bon, mise en régime très rapide, c'est encore pas mûr. Et quand je regarde ce catalogue sans regarder absolument toutes les possibilités, je peux rajouter l'hydrogène. La durée, je mets moyenne à longue. Le rendement, on l'a déjà vu. La mise en régime, c'est relativement rapide. Est-ce que c'est mûr? Peut-être pas tout à fait. Quand je vois ce catalogue, je dis, aujourd'hui, ce qui marche bien, ce sur quoi je peux me reposer, ce qui est mûr, c'est le STEP. Guy, Malheureusement, excuse-moi de te couper, je oui, pense que tu devrais parler aussi de l'air comprimé que tu pourrais ranger dans la catégorie des steppes. alors l'air comprimé, on en parle un peu si tu veux tout à l'heure. J'ai passé ma vie à comprimer du gaz et je ne comprends pas qu'on puisse croire que comprimer de l'air soit une manière de stocker l'énergie. Ah bon, Mais on en parle après pour ne pas perturber. Tu me le rappelles. Alors, puisque Grand Maison, on a vu, je vais le prendre comme unité de stockage parce que c'est un truc qui existe, qui est gros, et Grand Maison peut restituer 31 800 MWh. Comment? Pardon? Ah, il faudrait couper le micro. Alors, comment pourrais-je stocker la même quantité d'énergie dans une autre technologie? Alors, première idée, des accumulateurs au plomb. Rendement de restitution, c'est-à-dire la vidange uniquement, je ne parle pas de charge et décharge, je parle uniquement de décharge. Eh bien, pour pouvoir stocker, il me faut, vous lisez bien, 950 000 tonnes d'accumulateurs au plomb, qui fait un volume de 380 000 mètres cubes. Et comme on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, je me suis dit, si je mettais ça dans Notre-Dame de Paris, que j'ai simplifié en disant 130 mètres de longueur par 50 mètres de large, ça me fait 58 mètres de hauteur d'accumulateur. Ça donne une petite idée. J'utilise des accumulateurs lithium-ion. Je suppose qu'ils ont le même rendement. Là, je fais un sacré progrès. Je n'ai plus que 220 000 tonnes, c'est-à-dire 123 000 mètres cubes. Il me faut quand même encore à peu près 20 mètres d'accumulateur dans Notre-Dame. Si je prends de l'hydrogène liquide, avec un rendement de restitution, hein, donc ça veut dire que c'est uniquement la pile à combustible. À ce moment-là, la masse, effectivement, est très faible par rapport aux accumulateurs. Le volume n'est pas négligeable, mais au passage, ça, c'est 6 fois le volume que l'on a construit. Le plus gros volume existant actuellement, c'est un réservoir de la NASA qui est aux États-Unis, à Cape Canaveral. Vous voyez qu'il en faut 6. Et là, je n'ai plus que 5 mètres d'hydrogène liquide. Et toujours pour nous, notre référence avec les hydrocarbures, vous voyez que les hydrocarbures, même avec un rendement de 35%, c'est eux qui prennent le moins de place, c'est-à-dire à nouveau, je vous répète, les hydrocarbures ont une densité d'énergie qui est extraordinaire. Et ça, je ne m'en étais jamais rendu compte. Et aussi, tu pourrais rajouter
Parce que là, au niveau du poids, je suis un peu surpris de la masse que tu as mis pour les hydrocarbures, là. Bah, il faut peut-être que je vérifie. Je vais Oui, vérifier. Oui. Par rapport à l'hydrogène, ça paraît. c'est pas possible. Ouais. Le- Bon, d'accord. Je jette un coup d'œil. Je vous tiendrai au courant. Mhm. Si j'utilise des batteries de Zoé, il m'en faut 731 000 pour 238 000 tonnes. Bon, T'en trouveras pas cette quantité-là, mais il y a quand même une réserve de Zoé qui traîne quelque part dans la région parisienne. C'est en fait Romorantin. c'est les voitures qui circulaient dans Paris avec leurs batteries, hein, qui sont toutes stockées dans une décharge. Il doit y en avoir 40 000 à peu près. C'était les autos libres sur Paris. ouais, mais tu vois, il y en a pas assez pour faire On n'a une pas fois assez. grande maison. Bon, euh, là aussi, j'ai fait, toujours pour mes problèmes de vulgarisation, comment on pourrait gérer quelques énergies issues de renouvelables. Le solaire, il faut le moduler pour faire de l'électricité alternative, il faut la transporter. Quand l'éolien, je fais de l'électricité, l'hydraulique aussi, je transforme tout ceci, je stocke, je transforme, j'utilise. Et l'électricité, je la retrouve ici. Je peux la stocker dans des steppes, refaire de l'électricité et l'envoyer là-bas. Je peux la stocker après avoir rectifié, c'est-à-dire redressé dans des accumulateurs, des condenseurs, des SMES. Je peux onduler à nouveau, obtenir de l'électricité. Je peux faire de la rectification, puis de l'électrolyse et éventuellement de la liquéfaction pour obtenir de l'hydrogène liquide, puis le transporter, le vaporiser, le passer dans une pile à combustible, etc. Bon, tous ces chemins, vous les comprenez, mais ce sur quoi j'insiste, c'est qu'il y a tout un tas d'endroits où il y a des poubelles, c'est-à-dire que toutes ces opérations se font avec un rendement. Alors, on a déjà parlé du rendement, mais il me paraît très important d'insister beaucoup sur ces problèmes de rendement qui ne sont pas du tout dans l'esprit des gens. Donc, ces systèmes sont compliqués, complexes et il y a des pertes. Bien sûr, on peut améliorer les rendements euh, en récupérant la chaleur, en récupérant, bon, je passe là-dessus aussi, on peut récupérer assez facilement euh, et effectivement ne pas jeter l'hydrogène. Bon. Alors, quelque chose aussi sur le quoi j'insiste beaucoup, j'ai besoin de cette énergie instantanée. Je fabrique par hasard cette énergie. Je suis heureux, tout va bien, le système est en équilibre. Je fabrique trop d'énergie. Je ne peux utiliser que cette quantité. Je dois donc stocker cette quantité. Mais pour stocker cette quantité, je ne vais récupérer que celle-là. Donc, il y a une partie de l'énergie qui s'en va. Il n'est pas possible de récupérer toute l'énergie stockée. Je l'ai déjà dit, je le redis différemment, mais j'insiste beaucoup parce que ça aussi, ça fait partie des choses qui ne sont pas bien ancrées dans la tête des gens. Et si je regarde maintenant l'influence du procédé de stockage sur le coût de l'énergie, si je pars d'un step, eh bien, il faudra que je fabrique un 28 pour récupérer un. Avec un accumulateur, il faudra que je fabrique un 43. Avec de l'hydrogène, 5 fois. 5 fois, vous avez bien lu. Donc, même si l'hydrogène est fabriqué à partir d'une énergie dite renouvelable qui ne me coûte rien, il faut que j'en foute en l'air 4 parties pour en garder une. C'est quand Alors, même pas ouais, très. tu pourrais rajouter à tes réflexions, il faudrait que tu le fasses même, je crois, dans ta présentation, c'est que moi, j'avais déjà un petit peu réfléchi à toutes ces questions que tu es en train de développer là, et j'en arrivais à la conclusion, à tort ou à raison, que finalement, le meilleur système pour les transports, c'est encore les carburants synthétiques. Quand tu fais le bilan partout, donc j'aurais bien aimé voir dans ta présentation la fabrication des carburants synthétiques, parce que tu verrais que ça résout beaucoup des problèmes que tu as évoqués, y compris alors le dernier, alors là, très facilement, le stockage.
Oui, oui, mais comme les carburants synthétiques sont issus d'hydrogène et que l'hydrogène coûte tellement cher à obtenir, Ah, euh, ça part mal, hein? oui. Mais ça arrive bien. D'accord, bien. Alors maintenant, faisons l'exercice intéressant. Euh, oh putain, mais je croyais aller vite. L'exercice, c'est de dire, voilà aujourd'hui la répartition des énergies, des sources. Il faut que je fabrique la même quantité 1 Les avec sources. seulement ce qui est en bleu, c'est-à-dire sans le nucléaire. Il a dit les sources. Ah ouais, ouais, il ne fallait pas le dire. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai calculé heure par heure le bilan énergétique. Je suis allé sur le site dont on a parlé ces jours-ci, qui est vachement bien parce Mhm. qu'on voit d'où provient l'énergie tel jour ou sur telle période. Là, j'ai une semaine. Et on voit que, par exemple, euh, le poids de l'énergie nucléaire en France, voilà une semaine d'hiver et voilà une semaine d'été. Moi, ça ne me gêne pas, hein. On passe pas en câble. Alors, pour simplifier mon exercice, je mets l'hydraulique à part. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en France, on ne peut pas faire plus d'hydraulique. Donc, je ne discute pas. C'est pas en passant à 11 ou 12, on n'en parle pas. La quantité d'hydrogène excédent, la quantité d'énergie excédentaire est stockée puis restituée à la demande, bien sûr. Comme nous ne savons pas quelle sera l'évolution des technologies, faisons une hypothèse par step et on utilisera Grand Maison comme unité de stockage. Ou on regardera aussi ce que ça peut donner avec l'hydrogène. Et on va faire l'exercice sur un cycle journalier, un jour d'été, 1920 avant le Covid, et un jour d'hiver. Voilà ce que ça a donné. Voilà les valeurs que j'ai exploitées. Alors, je ne les ai pas exploitées là-dessus. J'ai tiré les valeurs qui ont rempli un tableur Excel, qui est un méga tableur que je pourrais vous montrer et qui fait un calcul assez long. Ah, ça Alors, m'intéresse. voilà ce qu'a fait le solaire le 13 août 2020. Voilà ce qu'a fait l'éolien. Voilà donc ce qu'a fait le solaire plus éolien. Et voilà la consommation du réseau. Ce qui veut dire que dans ce cas-là, la différence entre solaire et éolien et consommation, elle a été donnée par les autres moyens. Les voilà. Et dans cette situation, qui est la situation aujourd'hui, lorsque la puissance issue de renouvelables est toujours inférieure à la puissance demandée, il suffit, entre guillemets, de moduler la puissance des autres sources. C'est la situation actuelle. Toute l'énergie produite est consommée, un stockage n'est pas nécessaire. Donc tout le monde est content. Mais, et là aussi, merci à vos discussions, ce que je viens de rajouter maintenant, c'est cela. Combien coûte un produit? Alors, ce n'est pas à vous que je vais le raconter, mais pour d'autres, c'est absolument nécessaire. Donc, je décompose la manière dont on calcule un produit pour montrer que si je produis avec un exercice pour avoir des valeurs et que ça soit concret pour les gens, je fais fonctionner une machine, je calcule le prix de l'objet. Lorsque je ne fabrique que la moitié du nombre d'objets, ben, je me rends compte que l'objet unitaire coûte plus cher. Et si je mets tout ça sur un diagramme, je vois que le prix minimum de l'objet, c'est quand la machine fonctionne à sa vitesse ou à son débit de production maximum. Et je vois que ça monte très vite. Alors, j'applique ça à la structure des coûts d'un réacteur nucléaire, après ce qu'a raconté Serge, et j'arrive à une courbe comme ceci. Vous voyez que déjà à 50%, on a quasiment doublé le prix du kilowattheure. Et si je regarde ce qui s'est passé le 3 août, eh bien, j'avais un rapport des puissances de 1 à 0,4. Ça veut dire que si l'énergie avait été produite par les centrales nucléaires,
elle coûtait 2,2 fois plus cher qu'avec un réacteur à puissance normale. Alors je pose la question, est-ce qu'il est financièrement intéressant ou raisonnable d'injecter en priorité les productions d'énergie issues de renouvelables dans le réseau national? Et la réponse est Non, on en parle suffisamment ces jours-ci. Veuillez m'excuser. Tu peux, oui, je suis en conférence. Est-ce que tu peux appeler Anna? Je m'excuse. Au revoir. Bon, l'éolienne. Ah, j'ai fait un petit calcul avec la courbe de tout à l'heure. Voilà comment évolue la puissance en fonction de la vitesse du vent. Voilà comment évolue le prix du kilowattheure en fonction de la vitesse du vent. Quand j'ai un vent moitié, le kilowattheure coûte plus de 10 fois plus cher, sans commentaire. Le coût réel, pour pouvoir fournir de l'énergie, quelle que soit la demande, il faut que tout moyen de production d'énergie issue de renouvelables puisse soit être associé à un système de stockage pour rester partiellement renouvelable, soit être associé, être relayé à un moyen de production à énergie fossile. Ça veut dire que le coût fixe objectif augmente sérieusement car il ne faut pas considérer uniquement la somme des investissements renouvelables, il faut aussi ajouter l'investissement de la machine qui va nous permettre d'avoir une énergie permanente. Parce qu'en fait, c'est ça qui nous intéresse. Je crois que Marcel a déjà fait une remarque dans ce sens. Voilà. Donc, oui, c'est il ne exact. faut pas admettre que le coût de l'énergie issue de renouvelables soit calculé et annoncé sans tenir compte du système qui assure la permanence de la disponibilité. Ça, C'est la bonne façon de calculer. voilà. Un autre aspect financier désagréable. Regardons ce qui se passe. Voilà une éolienne qui fabrique des kilowattheures, qui les envoie à EDF, qui les envoie à l'usager. Et maintenant, on s'intéresse à l'éolienne. Cette éolienne, elle est construite par un constructeur qui est d'ailleurs souvent étranger. Il y a une entreprise en général française qui va aider à faire le montage et les raccordements. Et qui est-ce qui investit ceci? Eh bien, c'est un investisseur qui est souvent étranger et qui envoie des dollars au constructeur qui est étranger, souvent, et à la petite entreprise française, il envoie quelques piécettes. Et il passe un contrat avec EDF qui est extraordinaire. Vente assurée à prix garanti sans limite de quantité. Ah, et avec ça, il y a des euros qui circulent de EDF vers l'investisseur. Alors, l'investisseur est très content. EDF fait un peu la gueule. Mais en réalité, d'où vient l'argent qu'envoie EDF à cet investisseur? Eh bien, il vient de l'usager. Donc, ceci pour montrer, pas à vous qui le savez, mais à des gens à qui je parle, que les éoliennes, ça leur coûte très cher. Voilà. Alors, là, il y a une réflexion que tu pourrais peut-être mener aussi, c'est à propos du comportement des Allemands dans cette affaire-là. Il ne faut pas oublier que Siemens, c'est un grand fournisseur d'éoliennes. Ils sont un petit peu embêtés en ce moment, justement, parce qu'ils ont beaucoup de problèmes avec leurs éoliennes, des problèmes techniques. Moi, j'en suis à me demander si les Allemands n'ont pas fait tout ça sciemment et qu'ils ont caché qu'ils avaient l'intention d'équilibrer leur système avec des centrales thermiques à terme en disant à tout le monde qu'ils allaient faire des éoliennes et puis de faire du 100% éolien. C'est tellement stupide que je n'imagine pas les Allemands ne pas avoir imaginé dès le départ qu'ils auraient mis des systèmes thermiques pour compenser. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette réflexion? Oui, mais Non, là aussi, c'est un peu... j'essaie de me maintenir dans des aspects purement énergétiques. Après, je sors de mon truc et ça devient très, très compliqué. Je ne conteste pas ce que tu dis. On peut en parler entre nous, encore une fois, parce qu'on a un niveau de compréhension et puis que ça fait quelques jours déjà qu'on discute beaucoup de ça, mais je ne peux pas en parler quand je vais dans une municipalité.
Et l'État a intérêt à avoir un système de ce type-là parce que ça lui permet de récupérer des taxes en quantité relativement importante de façon très discrète en prétextant qu'effectivement, c'est pas possible autrement. Ouais. Bon, enfin, vous voyez mon objectif, là, c'est de montrer aux gens, voilà comment vous vous faites entuber. À eux de réfléchir. Je ne peux pas faire plus pour eux. Alors, quelque chose qui n'est pas clair pour moi aujourd'hui, on en a parlé pas mal ces temps-ci, la fin de vie d'une éolienne. Elle doit être détruite. Qui doit le faire? Est-ce que c'est le propriétaire ou l'exploitant? Alors, j'ai récupéré ceci. Ça semble être à la charge de l'exploitant. Combien cela peut-il coûter? Alors, il y a une prévision de 50 kilo-euros et en réalité, on a vu que ça peut atteindre des valeurs énormes. Donc, mauvaise surprise pour le propriétaire ou l'exploitant. Et ce que j'ai déjà dit, le prix du démantèlement doit absolument être intégré au prix du calcul du kilowattheure. C'est le cas du nucléaire. Oui, pareil, pareil. Mais c'est fait pour le nucléaire. Voilà. Je te coupe parce que c'est exactement ce qui se passe, par exemple, pour les carrières. Je viens d'entendre, parce que j'ai remis le son, que d'autres disaient que c'est déjà fait pour le nucléaire. Effectivement, pour les carrières, par exemple, un exploitant de carrière, il doit mettre de côté tout le long de l'exploitation de la carrière, tout ce qu'il faut pour pouvoir effectivement remettre à niveau la carrière après c'est la fin de l'activité, après la fin de l'exploitation. Ben, Là, on doit intégrer dans le coût tout ce qui doit être nécessaire pour assurer la fin de l'exploitation dans des conditions correctes. je pense qu'on se comprend bien, c'est tellement logique. Mhm. Et maintenant, je continue mon exercice. Euh, je regarde avec du solaire et de l'éolien seulement, qu'est-ce que je peux faire? Alors, je reprends mes journées, la consommation en été. Ça, c'est si je prends les installations de cette époque et je me demande par combien dois-je multiplier la taille de ces installations pour passer à cette courbe dont l'intégrale est la même que la courbe noire, c'est-à-dire pour produire toute l'énergie consommée. Eh bien, Alors, ça fait apparaître deux choses, la puissance maximale que je dois investir, et ça fait apparaître aussi les problèmes de stockage. Je prends un rendement de stockage de 1 pour me simplifier la vie. Il faut que je multiplie par 8 la capacité de production solaire plus éolien actuelle. Il faut que je rajoute 13 grandes maisons au stockage actuel. Il faut que je rajoute 12 grandes maisons en puissance de stockage, c'est-à-dire en débit de pompage, et la même chose en turbinage. Ça, c'est pour cette journée du 3 août 2020. L'hiver de la même année, voilà ce que je produis. Alors, c'est dû au fait que le solaire travaille moins bien et le vent un peu plus. J'arrive à ceci. pire. Je dois multiplier par 28. Il me faut 22 grandes maisons. Bon, je ne vous ai pas dit jusqu'à maintenant que l'unité grande maison est intéressante pour la comparaison, mais vous savez très bien qu'on ne peut plus fabriquer en France de grandes maisons. Il n'y a pas la place. Pas des sites. Il n'y a pas de place. Et là, de quoi vous ai-je parlé? De l'électricité d'EDF. Mais qu'est-ce qu'ils disent nos dirigeants? Ils parlent d'énergie. Et quand je regarde l'énergie qui est consommée, je vois que l'électricité n'en représente que 40%. Ça veut dire que si vraiment je veux être indépendant avec mes énergies issues de renouvelables, je dois en fabriquer 2,5 fois plus. On ne connaît pas le profil de consommation de la somme des énergies. Alors je me suis simplifié en disant, supposons qu'ils soient identiques. Encore une fois, nous parlons d'ordre de grandeur. Alors, voilà à quoi on arrive. Ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et voilà, quand je m'intéresse à toute l'énergie,
Bon, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de commentaires à faire. Mais, mais imaginons que, car je suis un peu pessimiste, comme nous le sommes tous, imaginez que pendant une semaine d'hiver, la quantité d'énergie éolienne restant identique, je n'ai que 20% d'énergie solaire. Ah, ça veut dire qu'il faut que j'ai stocké de l'énergie en prévision de cela. Vous avez bien lu les chiffres? 167 à 200 grammes maison. Bon, vous voyez que sans trop m'avancer, je crois que ce n'est pas réaliste. Donc, tu viens de faire la description exacte de ce qui se passe, de ce qui s'est passé à El Hierro. Ils étaient partis exactement sur ce genre de calcul, mais ils se sont plantés complètement sur les installations nécessaires. Oui. Et pas très compliqué le calcul, hein? N'importe qui Ah oui, peut mais le faire. là, tu as bien fonctionné, hein. Oui, Guy, Bon, je ne voudrais pas trop t'arrêter, mais bon, j'en parlerai tout à l'heure. et le temps passe, je sais. Bon, incidence du rendement de stockage. Vous vous souvenez, on l'avait pris égal à 1. Si je travaille avec des steps, eh bien, il faut que j'augmente encore les valeurs. Et si je travaille avec de l'hydrogène, c'est encore plus pire, comme dirait mon petit-fils, que je n'ai pas. Voilà. Donc, vous voyez, c'est le grand délire. C'est le grand délire, c'est pas possible. Après, j'ai voulu regarder la superficie occupée. Je vais vite. On regarde la fin. Voilà les puissances surfaciques, c'est-à-dire ramenées à l'année, l'énergie divisée par les 8000 et quelques heures. Il faut parler en département. Là aussi, c'est pas c'est pas très réaliste. Bon, je vous en dirai pas plus. Ça semble quand même poser de gros problèmes. Comment on va faire pour assurer la transition? C'est un sujet dont on parle beaucoup. Et là, je demande aux gens, est-ce qu'on pourra se passer du nucléaire? Ils ont la réponse, c'est pas moi qui leur donne. Je ne veux pas leur dire. Ma position dans ces associations, c'est de pas de dire, ce n'est pas de dire, il faut faire ça. Je dis, voilà les éléments, qu'est-ce que vous feriez? Bon, c'est tout. Et puis, vraisemblablement, comme ça va demander du temps, et ben, entre-temps, il va falloir apprendre à économiser de l'énergie. Bon, là, je redis que ce qui m'intéresse, c'était de donner des ordres de grandeur. Et qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Vous l'avez à peu près retenu. Voilà. J'ai un peu traîné, je croyais aller plus vite. Non, non, c'est très bien. Et si tu permets, je dirais que justement, moi, je ne souhaite pas qu'on économise l'énergie. Je veux que l'humanité dispose d'une énergie abondante pour vivre dans de très bonnes conditions. Tu l'as commencé au début en parlant des je ne sais combien d'esclaves, hein, Oui. ici. Moi, je veux des esclaves à foison et qui soient très utiles. Voilà. Et j'essaie d'entraîner dans mon sillage ceux qui ne veulent pas vivre chichement dorénavant dans l'avenir et tout en gérant correctement la planète. Moi, j'aimerais bien te croire, mais pour le Guy, moment, je ne suis pas convaincu que ce soit possible. Guy, tu peux arrêter le partage, s'il te plaît. Tu as fini. J'arrête le partage et Non, pardon, j'arrête le partage. On avait dit qu'on parlerait des voitures hybrides. Je voulais vous faire part de mon expérience voiture hybride, mais le temps a suffisamment coulé. Je vous propose d'en parler à une autre occasion quand on aura un petit moment. Tu me diras, Richard,